Bonne année les marques, bonne année les smarts, bonne année peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast de 2021 qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, les shows de la WWE et parfois d'ailleurs aussi. Nous vous proposons des reviews qui bougent au rythme des cordes à linge et autres powerbombs. Vous m'avez peut-être reconnu, je suis votre dinosaure. Que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner, analyser, décorter, critiquer et encenser et mettre en PLS le show de SmackDown du 1er janvier 2021. Oui, ça y est, mes amis, on y est, vous y avez cru. Et ben voilà, ça y est, on y est. On est au premier show de la WWE de l'année 2021. Et ça ne pouvait tomber qu'un 1er janvier, donc c'est fantastique. Voilà, pour ce 1115e Friday Night SmackDown, pour m'accompagner, l'inarrêtable, l'inusable, l'impayable, l'indécrottable, l'indestructible Papy. Bonne année, Papy! Bonne année les petits enfants, bonne année tonton. Ça va? Ah, ça va bien et toi? Heureux d'avoir quitté cette foutue année 2020, nous avons survécu, Papy! Voilà, c'est bon, voilà, on disait, hein, les vieux, ils vont canner là, avec le Coronamania et puis non, ils ont résisté les vieux. Et oui, nous sommes toujours là! Voilà, prêts à se faire vacciner. Ouais, ah, ça y est, je vais mourir en direct. Oh non, non! Ouais, effectivement, on attend le vaccin à l'EHPAD, hein, mais ça a l'air de mettre du temps à venir. Parce que, bon, comme d'habitude, Ric Flair, Sting et tout ça qui nous foutent un bordel pas possible. Et puis, donc, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va être vacciné, mais on vous promet, peuple de catch-up, on va tout faire pour garder la santé pour toute cette année 2021 qui s'annonce passionnante à la WWE ou pas. En tout cas, la WWE, elle a attaqué comme d'habitude par le show bleu. Alors, ce premier SmackDown 2021, il commence avec The Head of the Table, avec Roman Reigns, puisqu'on a le droit à un long récap de la rivalité entre Roman Reigns et Kevin Owens, un des packages vidéo dont ils ont le secret, mais qui malheureusement n'utilisent pas tout le temps à bon escient, n'est-ce pas, voir CF, la review de Raw de la semaine passée. Alors voilà, bon, on a Reigns, Uso et Paul Heyman, la cousinade, qui débarquent pour célébrer la double défense de titre du Samoan face aux Québécois. Le Québécois, justement, il se rappelle à notre souvenir et il vient les interrompre. Bon voilà, ça commence à tchatcher. Reigns, il lui demande de la fermer, quoi, de se taire, quoi. Et puis que voilà, il est en train de s'embarrasser aux yeux de toute la planète catch, quoi. Donc il serait temps qu'il arrête, quoi. Mais Owens, lui, il dit non, c'est pas possible, quoi. De toute façon, vous avez pas mis fin à ma carrière, les gars. Moi, je suis toujours là, quoi. Et puis c'est pas parce que le Big Dog est devenu une espèce de garce, une garce immense, que ça va s'arrêter comme ça. Mais pour le coup, Owens, à la fin de son speech, il nous fait un petit truc bizarre, puisqu'il nous dit que, en fait, il n'est pas là pour demander à affronter Reigns, mais que c'est face à Jey Uso qui veut s'affronter, quoi. Donc ça nous promet, pour ce SmackDown, un main event, comme souvent ces derniers temps, qui verra s'opposer Kevin Owens à Jey Uso. Alors, mon papy, cet opener là, de SmackDown, là, pour commencer l'année 2021. Ta première analyse, tes premiers spoils. Oh là là, mes premiers spoils, que vais-je dire? Bon, je vais dire que je pense que Kevin Owens a une tactique derrière qui est d'éliminer, Jey Uso pour enfin avoir Reigns, à lui tout seul, mais voilà, donc il attaque l'année comme ça directement. Et puis, la famille, Reigns, Uso, machin chouette là, la famille des Tables, on va dire. Et ben, eux, ils nous souhaitent une bonne année pour bien avec un grand sourire, pour bien se foutre de notre tronche, vu qu'ils arrêtent pas de nous pourrir les main events là, à chaque fois à intervenir quand il faut pas intervenir. C'est quoi ce scandale là? Qu'est-ce que tu penses de Heyman, là? Moi, j'ai trouvé Heyman encore totalement. Enfin, je le trouve. Et plus ça va, plus je le trouve inutile. Et je trouve ça terrible, en fait. Non, mais moi, j'ai mon avis là-dessus, c'est qu'en fait, il est comment dire? Alors, c'est peut-être moi qui extrapole beaucoup, mais pour moi, Heyman, en fait, c'est justement la preuve que Roman Reigns gère tout seul, c'est de mettre Heyman à côté et de voir que, Heyman, il peut rien dire, en fait. Donc il est là, il fait des grands yeux, il fait des grands sourires et cetera, puis il fait, tout l'accompagnement, en fait, parce que vu qu'il y a un clan Roman Reigns, s'il y avait juste Jey Uso, ça ferait un peu cheap, quoi. Donc du coup, tu as le clan de Roman Reigns, tu as son avocat, tu as son cousin. J'aimerais bien qu'il y ait une autre personne un jour, je sais pas moi, un enforceur ou une gonzesse peut-être Je crois qu'il y a un jour. Jimmy. Et Jimmy va faire son retour un jour ou l'autre, non? Je sais pas, ça fait quoi? Un paquet de temps qu'il catche plus le
le Jimmy, mais c'est pas celui justement qui a des problèmes d'alcool en plus, Heu, Jimmy? ouais, enfin, ouais, il a des Ouais, problèmes parce que en là, général, on regarde, mais là, je crois pas que c'était un problème d'alcool, là, pour le coup, là. Je crois que c'était vraiment un problème de blessure qu'il avait, Jimmy, là. d'accord. Mais ouais, donc Mmh. moi je pense que voilà, Eman pour moi il est important dans le sens, bah, tu un clan donc tu as plein de gens dedans et j'aimerais voir ce clan grandir encore et donc bah, du coup Eman je suis plutôt partisan qu'il reste en fait. D'accord, OK. Bon, bah, écoute, bah, je sais pas. Moi, j'avoue que c'est un truc qui me laisse un petit arrière-goût d'inachevé, en fait. C'est cette po ce positionnement d'Eman, là, moi, il y a presque des moments où je me dis: «Bah, il pourrait quasiment arrêter cette collaboration». Alors bien évidemment, moi je pense que Eman reste dans les environs pour justement une trahison, peut-être dans l'optique d'un retour du Brock, un jour ou l'autre, même si ça a l'air d'être très, très, très mal engagé. Mais je sais pas, ça me laisse, ouais, ça me laisse perplexe cette affaire. Mais bon, écoute, on verra la suite. De toute façon, on n'en a pas fini avec la cousinade, puisqu'on reviendra donc, comme on vous l'a dit précédemment, dans le main event. Allez, on revoit, dans le show, on va revoir vite fait des images de Biggie et son titre, sa victoire face à Sami Zayn la semaine dernière pour devenir le nouveau champion intercontinental. Et on va enchaîner direct avec le nouveau champion intercontinental, puisqu'on va avoir un match entre Biggie et le baron Corbin, qui va être accompagné de ses chevaliers. Alors bon, c'est des chevaliers qui sont vraiment cheap, hein, parce qu'au niveau de la tenue, on peut pas dire qu'ils aient fait beaucoup d'efforts. En l'occurrence, Steve Cutler et Wesley Blake. Alors on va avoir un match vraiment pour le coup très 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 court, puisqu'on va avoir un match de moins de 3 minutes qui va se terminer par une DQ, hein, parce que bon, ça, je crois que ça pouvait pas se terminer autrement. Parce qu'on a Sami Zayn qui est à la table des commentateurs pendant ce match. Corbin, il va retomber sur l'apron. Biggie va lui courir dessus, mais il va recevoir un gros coup de genou. Au moment où Corbin il pense qu'il va reprendre un peu le momentum dans le match, bah, pas de chance. Biggie va le contrer et va réussir à lui coller son classique, ces 3 mouvements là à la filée là avec son splash et le big ending. Au moment où Biggie va vouloir planter le tomber, en fait, Zayn va tout simplement venir s'en prendre à lui, causer la disqualification. Derrière, les 4 heels vont s'attaquer à Biggie jusqu'à que qui, que quoi, que qui, que où. Et le Apollo Crews vient faire le clean house dans le ring. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, baby? On fait un tag team player en mode Teddy Long. Et oui, en 2021, ça continue. D'entrée, on va relancer un match, puisqu'on va avoir cette fois-ci un match tag team entre Biggie et Apollo Crews qui vont affronter Sami Zayn et Baron Corbin, toujours accompagnés des pseudo-chevaliers. Alors encore une fois, les gars, je vais pas vous embêter trop avec le match, parce que le match va durer 5 petites minutes. Ça va quand même bien donner entre Apollo et Biggie. J'ai trouvé qu'il y avait plutôt une bonne alchimie entre les deux. Ça attaque bien dans tous les sens, etc. Mais même Zayn et Corbin, finalement, sont plutôt pas mal ensemble, quoi. Et donc ça va plutôt bien donner. Et je pense que d'ailleurs pour Corbin, c'est plutôt une bonne solution d'avoir Zayn avec lui dans le ring, parce que comme ça, il est sûr d'avoir un mec bon dans le ring avec lui. Et ça nous transforme du coup un match qui pourrait être très 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 moyennasse en un match de plutôt bonne qualité, mais qui malheureusement va durer que 5 petites minutes. Voilà. Finalement, Apollo Crews va faire un peu étalage, lui aussi va se rappeler à tout le monde. Corbin va quand même trouver même le moyen de s'engueuler avec Zayn, c'est Zayn qui finalement d'ailleurs calme le jeu en disant ouais non mais c'est bon, il faut se calmer, tout ça, il faut y aller peinard. Mais finalement, Corbin, ça lui plaît pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide tout simplement de se barrer avec ses 2 potes. Et du coup, Zayn, il dit non, non, mais moi, j'ai pas besoin de vous. Ok, allez-y, cassez-vous, quoi. Et Cruz, en bon fourbe de face qu'il est, il va en profiter pour coller un Enzuguri au Québécois, une Spinning Powerbomb. 1, 2, 3, victoire des Face, victoire de Biggie et d'Apollo Crews. Mon papy, Corbin, c'est pas un gros salopard quand même? Ouais, bah, c'est Corbin quoi, de toute façon c'est pas le mec le plus sympa du monde, hein, je pense déjà dans Ah, je la suis vraie d'accord. vie et en plus dans dans le son personnage qu'il a créé, c'est encore moins le cas. Et puis, bah, c'est Zayn qui le cherche un peu de toute façon à chaque fois à parler, 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 il finit toujours par énerver tout le monde et se foutre tout le monde à dos. Là, en l'occurrence, c'est reproché en gros aux acolytes de Corbin de pas intervenir, bah, ils ont tellement pas intervenu qu'ils ont fini par le laisser tomber et puis voilà, hein, c'est bon, c'est que je ne sais que dire d'autre, hein, c'est du classique de chez classique, chaud bleu, au fou 4 gars, ils se battent ensemble. Je suis étonné qu'on n'ait pas vu les valets de Corbin se battre parce que finalement ils servent à quoi? À part, rester dehors vu qu'ils se battent pas quand il y a un match chaque team, ils se battent pas quand on leur demande d'intervenir ni rien parce que c'est comme Zayn qui est intervenu dans le premier match.
Donc bon, ça sent comment dire? Le segment qui est là pour remplir un peu le show, quoi. Ouais, j'ai même presque envie de te dire que ça va être un petit peu le cas, durant, toute l'heure et demie, que va durer ce SmackDown, hein, malheureusement, Je hein. voulais pas faire de spoiler. Ouais, Mais ouais, ouais, mais moi je le fais, je n'hésite pas puisque je suis le host et moi je vous le dis, j'ai eu un petit peu une légère sensation qu'on s'est un petit peu foutu de notre gueule pour ce 1er janvier 2021. Mais ça, c'est le problème des shows enregistrés à l'avance, hein. De toute façon ouais, et en général en fin d'année, bon après je vais pas être plus méchant que ça parce qu'on peut pas leur en vouloir non plus. Les mecs, ils ont quand même le droit de prendre des congés un peu. Ils ont le droit de passer leur jour de l'an en famille. Donc on va pas leur en vouloir de nous faire un SmackDown pré-mâché. Voilà, c'est un petit peu comme ça, c'est un petit peu la règle, c'est un petit peu la norme, à moins, à part à quelques exceptions près, voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe, quoi. Allez, on retourne en coulisses, on va retrouver Kevin Owens qui va être en pleine discussion avec Adam Pearce, donc notre officiel. Alors lui, on pourrait presque dire que c'est le general manager de Raw, de SmackDown, de partout, quoi. Partout où il est, il y a qu'à NXT, on le voit pas, quoi. Mais et voilà. Et en fait, Kevin Owens, il cherchait Adam Pearce parce qu'il voulait obtenir l'officialisation du match qu'il a annoncé lui-même contre Jey Uso. Alors du coup, il va un petit peu essayer de jouer sur la corde sensible, en parlant d'ailleurs du circuit indie, voilà, qui s'étaient rencontrés, qui se connaissaient depuis 15 ans. Bon, Pierce, il va pas trop tomber dans le piège, mais quand même un petit peu, puisque finalement, il va offrir il va lui dire, ok, je t'offre un match, mais contre n'importe qui, sauf Jey Uso. Alors le KO, il lui dit, ouais, ouais, ok, bah alors bah moi je veux Roman Reigns, quoi. Et du coup, Pierce, là, il tique. Il se dit que bon, ouais, ok, j'ai peut-être dit une connerie là. Alors du coup, il lui dit non, bon, bah finalement, je retourne ma veste. Je suis un opportuniste et c'est ok, tu vas pouvoir affronter Jey Uso ce soir, quoi. Alors, mon papy, t'as vu les négociations à la WWE, voilà, l'auto-booking, ça peut marcher, mais des fois pas. Et puis oui, finalement, c'est ça. Mais bah, de toute façon, c'est pas mal, ça fait un petit fil rouge pour le main event, du coup. Effectivement, quand Pierce dit, bah, tu peux affronter n'importe qui, quoi, sauf Jey Uso, bah, je me suis dit: «Bah, ce serait bien qu'il demande Roman Reigns». Bah, ça a pas loupé, Kevin Owens, c'est un petit malin, donc il a demandé Roman Reigns et pour finalement retourner, Pierce qui est bon, c'est un officiel, mais un officiel un peu laqué des autres, hein, quand même. Qui se fait quand même retourner assez facilement, le pauvre. Et on se souvient aussi à Raw, ils avaient tous été négociés pour avoir une chance pour le titre, mondial là, quand ils avaient fait des 2 contre 2, puis un triple threat derrière, enfin bref. Il se fait quand même assez facilement, manipuler, le brave Adam Pearce. Mais bon, c'est pas méchant. mais C'est il ça est puis voilà. sympa. Pour s'arrêter une petite seconde sur Adam Pearce, moi je trouve que presque c'est dommage, tu vois, quoi, parce qu'il est appelé l'officiel. Mais moi je trouve que ce gars, il aura fait une année 2020 plutôt sympa. Je trouve qu'il est à l'aise au niveau de la parole et tout ça, quoi. Il a un bon débit. Il s'est retrouvé dans des situations pas toujours faciles à gérer tout au long de l'année. Et finalement, il s'en sort plutôt bien. Et moi, j'aurais presque envie de lui donner une augmentation et puis tu vois et lui donner même une promotion. Moi, j'aimerais bien qu'à terme, ce gars-là soit nommé officiellement General Manager, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, je suis tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. En plus, il a un certain style comme, parce que, bah, c'est un ancien catcheur, hein, donc du coup, il a un physique comme, pas trop mal, quoi. Il est plutôt bien bâti, le garçon. Et puis, ouais, il appréhende bien son rôle. Et puis, je pense qu'au début, c'était juste un gars qu'ils ont pris parce que c'est un des bookers, hein, Adam Pearce, si je dis pas de bêtises, Ouais, 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 tout à fait. et qu'ils ont pris pour dépanner. Puis, bah, ils se rendent compte que, bah, quand il est là, bah, il fait vraiment bien le taf. Moi, je serais d'accord, pour le mettre de general manager. Alors, est-ce que tu en ferais un par show ou est-ce qu'il serait pour les 2? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, il travaille sur les 2 shows. Ouais, pour l'instant, c'est comme ça, mais voilà, la team Catch-up vote pour la promotion d'Adam Pearce. Voilà, mes Voilà, amis. c'est notre volonté pour 2021. Allez, on va rester en coulisses puisqu'on va y retrouver Biggie et Apollo qui vont être interviewés par Kayla Braxton. Elle va demander à Biggie c'est quoi son ressenti sur le fait d'être le nouveau champion intercontinental. Biggie va nous expliquer que voilà, qu'il est heureux, mais surtout qu'il désire être un fighting champion et qu'il va dorénavant vouloir défendre sa ceinture toutes les semaines. Du coup, Apollo Crews, qui est pas le dernier pour la déconne, il va lui dire que lui, il est ok, lui, il a bien envie d'être le prochain challenger, quoi. Et il lui dit que du coup, il pourrait peut-être pas être aussi avoir autant de chance que la semaine dernière, parce que là, pour le coup, Apollo, il sera plus là pour assurer ses arrières, puisque ce sera lui qui sera en face pour lui coller des mandales. Du coup, il y a un petit blanc, et puis finalement, il y a un gros éclat de rire de la part des deux, même si on sent que Biggie, il rigole, mais c'est un peu forcé, non? Ouais, c'est le rire de Biggie qu'il fait depuis qu'il est séparé du reste de New Day, en fait.
où il fait son petit rire forcé, puis tu te demandes toujours s'il va finir par exploser et foutre une mandale ou si c'est juste bon enfant. Bon, voilà, au moins on a un match booké pour la semaine prochaine, hein. Donc un match pour le titre, donc c'est pas rien. Ouais. Mais ouais, je pense aussi qu'ils sont en train qu'ils savent pas trop, où aller avec Biggie pour l'instant, hein. Pour l'instant, ça va pas super, vite, dans la définition de son nouveau personnage, solo, je trouve. Ouais, moi je sais pas trop quoi en penser. C'est plutôt une bonne nouvelle qu'il décide d'être un fighting champion et nous faire des open challenge à tout va. De toute manière, c'est bien. Bon, le titre intercontinental, c'est un titre qui est de toute manière régulièrement défendu en weekly. Donc finalement, il n'a pas fait tellement dans l'originalité, j'ai envie de dire. Mais bon, pourquoi pas, on va voir. Mais on va voir aussi comment va se placer dans le futur Sami Zayn et aussi certainement Baron Corbin, parce que ça m'étonnerait que Baron Corbin, il en reste là, surtout que maintenant il a des sidekicks. Donc je pense que ça m'étonnerait pas qu'il lorgne un petit peu sur la ceinture intercontinentale à terme. Allez, on retourne dans le ring où il va y avoir le Riot Squad qui va être là tout de suite. Ils n'auront même pas le droit à leur entrée d'ailleurs. Et on va voir Billie Kay apparaître, mais elle va se présenter quasiment comme une espèce de manager de la team qui va venir affronter le Riot Squad, en l'occurrence Natalya et Tamina. Alors, ça va être un match, encore une fois très très court, hein, puisque ça va être un match qui va durer 2 minutes 25. Donc vraiment, on ne peut pas dire qu'on aura été gâté encore une fois au niveau catch. Voilà, donc, alors, ça va être le seul fait notable, on va pouvoir dire, c'est que Billie Kay, au bout d'un moment, à la moitié du match, alors ça fait toujours dire ça à la moitié du match, dans un match de 2 minutes 25, hein, mais elle va aller se ranger dans le coin des Riot Squad. Donc, du coup, Riot et Morgan, ils vont lui dire non, mais vas-y, mais tu dégages, quoi. Du coup, Tamina, elle va profiter de ça, elle va porter un super kick à Riot. Morgan, elle va quand même profiter de la distraction que fait Kay pour placer, bien évidemment, la prise du siècle, c'est-à-dire le roll-up qui va bien, victoire des Riot Squad face à Natalya et Tamina. Billie Kay, elle va même tenter de célébrer le succès avec le Riot Squad, mais bon, elle va se faire dégager vite fait. Alors, mon papy, 2020, 2021, même combat au niveau de la division féminine du show bleu. Ouais, alors là, c'est la low card de la division féminine, donc effectivement, on peut attendre beaucoup des femmes, mais la low card de la division féminine, bah, le roll-up finalement, hein, c'est un peu leur passion, c'est un peu niveau 24 têtes, hein, le low card de la division féminine, donc ils peuvent pas faire grand chose d'autre et puis voilà quoi, je ne sais que dire, d'autre. C'est enfin, tu as l'impression d'être, ouais, tu es dans un show, de développement ou je sais pas quoi avec ces filles-là. On n'a pas d'idée donc on tente un peu de tout n'importe quoi, puis on verra ce qui reste, ce qui marche en fait et donc là, le Riot Squad, il reste en équipe, le Billie Kay, elle est CC au management. On sait pas trop quoi, on sait pas trop, où s'ils veulent revenir mais bon, c'est la low card, comme tu as dit, ça dure pas longtemps. Dans ces cas-là, c'est pas plus mal, hein, que ça dure pas longtemps Ouais. et puis voilà, on verra ce qui se passera, mais bon, là, c'est vraiment pour leur donner du temps d'antenne ouais, et une nouvelle fois remplir un peu le show. Mais bon, la low-card est quand même là pour ça, même en temps normal. Oui, non, mais ça, c'est du classique low card. Après, c'est vrai que bon, c'est pas le genre de match où on se dit, oh là là, pourvu que ça dure 20 minutes. Hein, donc, bon, après, il y a peut-être une marge entre 20 minutes et 2 minutes 25. Mais bon, ça, c'est du grand classique à SmackDown, j'ai envie de dire. Donc voilà, bon, ça nous amène comme ça. Allez, on reste chez les femmes, puisque de toute manière, on va enchaîner avec un autre match tag team qui va voir s'affronter Bayley et Carmella face à Sasha Banks et Bianca Belair. Donc on a quand même la current champion, en l'occurrence Sasha Banks, et Bayley et Carmella qui sont des anciennes championnes du monde de SmackDown. Avec Bianca Belair qui est donc qui accompagne Sasha. Alors là, bah, les amis, j'ai un peu peur de vous raconter tout le temps la même chose aujourd'hui, quoi. Mais bon, là, on va avoir un match un petit chouille quand même plus long, puisqu'on va quand même avoir 10 minutes de catch. Là, en plus, avec Sacha et Bayley et Bianca, bon, moi je mets Carmella un peu en dernière roue du carrosse, mais là, déjà, ça envoie un peu plus, quoi. Euh, Carmella d'ailleurs va tenter pas mal sa chance, hein, puisqu'elle va tenter de coller, un roll-up à Sasha Banks pour un compte de 2, hein, quand même, faut pas déconner. Derrière, elle va quand même réussir à coller son super kick. Elle va vouloir coller sa prise à son Bronco Buster, mais Sasha Banks, elle va réussir à l'éviter et en l'évitant, elle va réussir à la choper dans son bank statement. À ce moment-là, il va y avoir le mec qui accompagne Carmella, en l'occurrence Reginald, hein, si je ne me trompe pas, qui va tirer Carmella vers l'extérieur du ring pour éviter le compte.
Banks, ça commence à en avoir assez ras-le-bol de lui. Alors lui, il va nous faire quelques pirouettes, hein, il va être un petit peu spectaculaire, quoi. On va avoir droit à des petits sauts arrière et tout ça, quoi. Mais Banks, elle va quand même vraiment en avoir ras-le-bol. Elle va finir par s'occuper de lui, mais elle va se faire du coup surprendre aux interventions de Reginald, et elle va se faire coller une sit-out powerbomb de Carmella pour le compte de 3. Victoire des Heels, Bayley et Carmella en 10 minutes, mon papy. Et oui, et donc je pense qu'on se redirige vers une Carmella number one contender. Donc est-ce que c'est étonnant? Peut-être pas tant que ça, parce que il faut bien occuper Sacha pendant le Rumble, et que les autres, je pense qu'elles sont plutôt destinées à se retrouver dans le Rumble, là, les Bayley et les Bianca Belair. Surtout Bianca Belair, je pense que c'est vraiment une fille qui est faite pour ce genre de match. Et donc voilà, donc Carmella, elle revient un peu plus crédible avec cette victoire. Je pense que ça sera. C'était plutôt rigolo, c'était plutôt un peu de la gymnastique qui nous a fait Reginald, mais c'était plutôt sympa. En concert, faut le faire comme les petits saltos arrière, hein. Ah oui, oui. Et puis voilà quoi. C'était un bon match, hein. Franchement, ces quatre filles, en même temps, ces quatre filles là, elles s'étaient déjà affrontées la semaine dernière dans le triple threat, et donc c'était plutôt bien. C'est la continuité. Puis voilà, ça nous continue à nous construire un peu cette division féminine, quoi. Dans le haut de la, c'est bien qu'ils en utilisent 4 d'un coup. Tu vois, qu'ils se limitent pas à juste une rivalité 1 contre 1, quoi. Au moins ça remplit un peu la division féminine qui manquait de filles depuis un bon bout de temps, quoi. Ouais, en plus, mon papy, si nous on s'amusait à faire des backflips, je pense on serait bon pour repasser sur le billard pour se faire poser une nouvelle prothèse de hanche. Donc, ça serait pas souhaitable. On le ferait qu'une fois, hein. Après, Ah ouais, non, une fois, mais pas deux, ouais, ça c'est sûr, ouais. Allez, on retourne en coulisses où on va avoir notre ami Roman Reigns qui est dans un beau fauteuil en cuir qui apprend que Jey Uso va affronter Kevin Owens ce soir. Du coup, il a l'air d'être pas du tout content et même il dit même qu'il est déçu en fait après tout ce qu'il a fait pour la compagnie, quoi, que quelqu'un officialise un match contre sa volonté. Et du coup, il dit que voilà, ils se sont pas vraiment appréciés et il demande à Paul Heyman de trouver celui qui ne l'apprécie pas dans le locker room. Alors là, papy, c'est chaud là. Tu crois pas que ça pue pour Adam Pearce, hein, là, ouais, voilà, franchement. ça sent le sapin là pour Adam Pearce là. Ouais, on en parlait de sa promotion. Je pense que c'est plutôt l'inverse qui va lui arriver, là. Le mec a même pas déjà été promu que déjà il est déjà menacé de mort. Ça part mal, c'est clair. Allez, on continue. On est toujours backstage et là on voit une arrivée, un retour à SmackDown puisqu'on voit Sonya Deville. Et oui, Sonya Deville qui est en train de marcher à travers le locker room. Et voilà, elle croise tout un tas de superstars. Alors surtout beaucoup de heels en l'occurrence. Et voilà, on est assez étonné de la voir, puisque la dernière fois qu'on l'avait vue, c'était dans son fameux match face à Mandy Rose, où celui qui perdait, ou celle qui perdait, devait quitter la ville. Voilà, mais bien évidemment, nos amis commentateurs, Michael Cole et Corey Graves, vont nous indiquer que la WWE l'a autorisé à revenir. Ouh, alors, ce retour de Sonya Deville, ça t'a collé des frissons? La bonne nouvelle, c'est qu'elle revient dans une brand différente de Mandy Rose, donc elles vont pas être rassociées, du moins pas tout de suite. Ce qui lui permettra peut-être à elle de s'émanciper un peu et de tenter quelque chose. Surtout qu'en plus, Mandy, maintenant avec Dana Brooke, je trouve que c'est quelque chose qui va très bien ensemble. Vraiment, du low card d'Euro, elles vont être très bien là-bas. Et donc, Sonia s'éloigne un peu de ça et tente sa chance peut-être en solo, peut-être avec Billie Kay, j'en sais rien, on verra. En tout cas, qu'elle le tente loin de Mandy Rose, c'est une bonne nouvelle pour elle. Après, voilà, on savait qu'elle avait été mise de côté le temps qu'elle règle ses affaires judiciaires suite au gars qui était venu chez elle pour l'enlever, quand même, on rappelle, on rappelle la pauvre. Et donc voilà, donc je suis content qu'elle revienne parce que ça veut dire que ses affaires judiciaires sont réglées, donc c'est une bonne nouvelle pour elle, en tout cas. Ouais, elle en a terminé avec l'espèce de malade qui, parce que bon, en fait, la réalité hors kayfabe, c'était que Sonya Deville, elle avait été menacée par un fan, ou si on peut appeler ça un fan d'ailleurs. Je pense que le terme est trop élogieux. Voilà, un abruti total qui l'a menacé suite à tout ça. Et donc, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Sonya Deville de pouvoir revenir et reprendre son taf normalement. Allez, on va avoir les champions de tag de SmackDown, les Street Profits, qui sont sur le ring et qui sont venus. Alors, ils sont venus en papy style. Ils sont venus faire des prédictions, voire des spoilers pour 2021. Ouais, les copieurs.
Hein? Ah ouais, ça c'est sûr. Les gros copieurs, ils écoutent trop notre podcast, de toute façon, les Street Profits, donc à chaque fois, ils nous piquent des idées, et ça, c'est vraiment pas sympa de leur part. Le champagne, il y a une batterie à laquelle Hawkins jouait avec, etc. Mais ça va pas plaire du tout à deux bonhommes qui sont vers Rude, qui vont venir les attaquer. Ils vont même essayer de casser la jambe de Montesford. Hein. Ça, c'était pour toi, papy. Hein. Ils ont dit non, mais il se fout de notre gueule ou quoi, Montesford là, il se la joue, papy. Bah tiens, prends ça, bam. Du coup, derrière, après avoir massacré les Street Profits, on va les retrouver en coulisses, en interview. Et voilà, bah, ils vont nous expliquer tout simplement que ils en ont ras-le-bol des Street Profits. Quoi, c'est bon, ça, la petite affaire a suffisamment duré. Tout ce qui les intéresse, c'est le fun, c'est le jeu. Et bah, eux, ce qui les intéresse, c'est la compétition, c'est le catch. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tout simplement un title shot. Alors, papy, tu adhères à ce title shot que demandent Ah Ziggler bah et Rude? bien sûr que j'adhère et je l'encourage même. Attends, c'est quoi ces 2 petits merdeux là qui piquent qui imitent des personnes connues dans le monde du catch, et qui croient pouvoir faire des spoilers là? Qu'est-ce qu'ils se prennent, pour qui ils se prennent là les Street Profits là? Allez hop, poubelle là, allez vous faire, Ah ouais. tabasser par les deux vieux Ziggler et Rhodes là, les deux quarantenaires, enfin vieux, enfin, en tout cas dans le monde du catch on va dire, les 2 quarantenaires, des Dirty Dogs et alors, qui se repositionnent, qui s'intéressent à la ceinture tag team, donc ça c'est une bonne nouvelle pour 2021 parce qu'on rappelle que 2020 ça aura quand même été l'année de la mort des divisions tag team à la WWE, puisque dans les 3 shows, il y en avait aucune de valable, quand je le dis. Et les Dirty Dogs, en plus, ils ont trouvé un petit nom là depuis, bah, je crois que c'est depuis la semaine dernière là qu'ils utilisent ou 2 semaines, je sais plus, enfin bref et je trouve ça encourageant qu'ils se lancent vraiment dans une tag team avec un nom, avec, la volonté d'aller chercher la ceinture. Là, il y a du truc, là, il y a du catch, ça sera pas juste les Street Profits en coulisses en train de nous raconter leur vie. Là, ils ont voulu raconter leur vie, ils se sont fait péter la gueule, tout le monde est ravi. Ouais, et puis bon, on sait que Robert Roode comme Dolph Ziggler, c'est quand même deux valeurs sûres entre les cordes. Ça va nous permettre quand même d'avoir des matchs un peu compétitifs. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans tous les cas de figure. Et des bons partenaires tag team en plus, hein, enfin, notamment Roots qui a quand même, fait une grosse partie de sa carrière en tag team, Oui, notamment à la TNA, mais Ziggler, il est pas maladroit non plus, hein, dans cet exercice. tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, on va rester sur les tag teams, puisque le match qui va enchaîner derrière va être également un tag team, va voir s'opposer Daniel Bryan et Otis versus Cesaro et Shinsuke Nakamura. Alors, un peu plus tôt, ils étaient en train de travailler leur hanche, travailler leur jet de hanche avec Otis et Bryan. Du coup, Cesaro et Nakamura sont venus un peu les chauffer. Ça se transforme en match. Alors, à noter l'émotion, quand même, dans ce SmackDown, peut-être le seul gros moment, parce que Cesaro a fait une entrée un peu inhabituelle, puisqu'il est resté un peu prostré au moment de son entrée. Il n'a pas du tout eu ses gestes habituels. On sentait bien que lui, il était extrêmement ému par le décès de Brody Lee, de Luke Harper. Ils se sont beaucoup affrontés en indie, tous les deux, entre autres, quoi. Et voilà, et c'était deux potes, donc j'imagine que pour Cesaro. Alors Cesaro et Daniel Bryan portaient d'ailleurs tous les deux un brassard noir en l'honneur de Brody Lee. Et voilà, donc du coup on va avoir un match qui va durer 10 minutes. Voilà, un petit match tag team pour le coup plutôt sympa, quoi. Où ça va bien s'envoyer vraiment entre Cesaro et Daniel Bryan. De toute façon, il y a toujours eu une super alchimie dans le ring, donc quand tous les deux se retrouvent, ça donne toujours des trucs super sympas, quoi. Bon, Otis va pas donner sa part au chien quand même, il faut le souligner. Il va porter son running splash. Il va enchaîner avec son Caterpillar, tout ça sur Cesaro. Et finalement, il va tenter sa Vader Bomb, mais il va la rater. Pendant ce temps-là, le Nakamura, c'est un filou, il va tenter son Kinshasa. Pas de chance, ça va foirer. Du coup, Daniel Bryan, lui, il va rentrer dans le ring. Il va tenter de porter son Diving Sunset Flip sur les deux heels pour un compte de deux. Du coup, manque de peau, ça marche pas. Bryan, il va prendre ensuite appui sur les cordes pour essayer de prendre de l'élan, mais il va se faire sécher par un gros super kick de Nakamura. Le japonais, il va enchaîner en voulant lui coller un armbar. Otis va casser de tomber. Du coup, Nakamura, il va se rattraper en collant un super kick à Otis, qui va l'envoyer à l'extérieur direct. On va avoir une tentative de roll-up de Daniel Bryan qui va suivre, mais le Nakamura va s'en sortir. Finalement, Bryan, il va quand même réussir à porter son yes lock à Nakamura, qui est contraint d'abandonner. Victoire des Face, Daniel Bryan et Otis pour leur premier match de l'année 2021. Sur des bons rails, Bryan et Otis? Ouais, alors là, tu vois, tout à l'heure, autant c'était la division tag team pour la ceinture tag team,
Autant là, c'était plus un match qui, je pense, était préparatoire au Rumble entre le petit segment, entre Otis et Bryan avant le match et puis, bah, le match en lui-même où ils ont passé leur temps à se passer par-dessus les cordes. Donc c'était, enfin moi j'ai ressenti comme ça, comme une vraie préparation au Rumble et puis, effectivement, c'était plutôt un bon match. Je pense qu'ils ont les 4 ont pu montrer comme, leur catch, même Otis, hein, qui reste Otis, mais qui a quand même, posé quelques moves assez sympathiques et puis là-bas, voilà quoi, c'était je ne sais que dire alors du coup, hein. C'est du bon, c'est voilà, on est dans un show de remplissage et donc ça a rempli et ça fait son taf et ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est quand même pas mal. Ouais, c'était pas mal, c'était un bon petit match tag team quoi, sans truc de fou. Alors j'ai oublié de signaler qu'il y avait Chad Gable, hein, qui les accompagnait quoi, qui était au ringside avec eux, qui s'empressera d'ailleurs à la victoire des 2 de monter sur le ring pour venir lever les bras, de ces 2 partenaires du soir. Ouais, bon, Chad Gable, on sait toujours pas trop à quoi il sert à vrai dire lui, mais bon, il est là et on pourra se rendre compte finalement que Chad Gable, il est souvent critiqué pour sa petite taille, mais au final, il fait la même taille que Daniel Bryan et Otis, c'est pas beaucoup plus grand, hein, d'ailleurs, hein, parce que Otis finalement, il est large, mais il est plus large que haut. Donc c'est pas au final, c'est pas des mecs super impressionnants physiquement quoi, mais bon, c'est voilà, ça fait le taf quand on est face à 2 mecs comme Cesaro et Nakamura. Moi, je pense que ça fait vraiment le taf et puis je pense que Cesaro avait à cœur de catcher, j'ai l'impression ce jour-ci là. Donc c'était bien, c'était plutôt pas mal. Franchement, je leur jette pas la pierre là. Je pense qu'ils ont fait le job. Quoi. Yes. Ouais, alors du coup, on en est où? Ah bah oui, on en est en coulisses parce que bah du coup, il fallait bien une balance, hein, et donc la balance, c'est Paul Heyman, puisque Paul Heyman, il aura pas mis trop longtemps à trouver qui c'est qui a booké le match entre KO et Jey Uso. Bah, c'est tout simplement, voilà, Paul Heyman, il vient balancer à Roman Reigns que c'est Adam Pearce qui a validé le main event. Euh, donc du coup, bah, Reigns dit quand même, il dit à son cousin, voilà, voilà, maintenant il faut que tu montres pourquoi tu es digne du main event. Voilà, il faut que tu envoies du bois. Là, on n'est pas là pour la déconne. Et non, on n'est pas du tout là pour la déconne puisqu'on attaque avec le main event, donc ce fameux main event qui voit s'affronter Kevin Owens et Jey Uso dans un match qui va être encore plutôt très rapide. Alors, ça va durer 7 minutes, mais voilà, il y a une grosse violence hein, entre Jey Uso et Kevin Owens. Même si c'est sur un match court, on sent vraiment que là, les deux, là, ils sont en feud depuis un bon moment et que plus ils se rencontrent, plus ils s'affrontent et plus je trouve que c'est de plus en plus stiff. Et vraiment, ça va se cogner dans tous les deux. Ils vont se balancer sur les poteaux. Enfin, tout va y passer de toute façon. L'apron, les poteaux, la troisième corde. Uzo, il va faire tomber le Québécois et va avoir tenté un dive qui va être évité par Owens. Mais le truc, c'est que Jey Uso, il se réceptionne mal sur le dive et il se met à boiter. Et du coup, LKO, il n'est pas dans le genre à faire du sentiment. Il va coller son stunner direct pour la victoire. Et finalement, post-match, on peut s'attendre de la part d'un babyface à ce qu'il se la joue à la cool, il lève les bras et puis il est content. Mais non, il va continuer à s'acharner sur Jey Uso puisqu'il va continuer à frapper sur la jambe blessée de Jey. Il va lui-même lui mettre un autre stunner. Et il va descendre après la table des commentateurs, il va choper le micro-casque de Corey Graves et il va dire à Roman Reigns qu'il ferait bien de venir prendre soin de la famille. Du coup, Owens derrière, il va attacher Jey Uso aux cordes et il va lui coller un super kick. Donc putain, il a mangé Jey Uso là. Hein. Il va mettre encore quelques coups. Il va continuer à demander à Roman Reigns de se pointer. Finalement, il va détacher la menotte et si Reigns veut pas venir, c'est lui qui va venir. Uso, du coup, il réussit un peu à l'écarter. Il va vouloir tenter de prendre la fuite. Owens va le rattraper parce que comme il boite, voilà, il va avoir comme un animal blessé là, et il va l'envoyer contre la barricade. Il va lui recoller. Alors je sais même plus à combien on en est là, au 3e ou 4e super kick quoi. Ça va faire tomber le Uso sur une table. Et alors que le Kevin Owens, il va vouloir prendre de la hauteur pour pouvoir le faire passer à travers. Et ben évidemment, il y a le head of the table, le tribal chief qui débarque, qui vient attaquer Kevin Owens. Voilà, donc ça commence à partir dans tous les sens pour Kevin Owens. Il va commencer à se faire tabasser, mais salement, quoi. Ils vont se mettre au niveau dans le Thunderdome. Ils vont se mettre au niveau des écrans, etc. Ils vont commencer à tabasser le Kevin Owens devant les écrans, contre les écrans, voilà, collés contre les visages des fans, là. Voilà. Du coup, les Samoa, dans l'intervalle, ils vont réussir à choper des chaises. Ils vont bien évidemment s'en servir pour pouvoir fracasser le Kevin Owens.
Reigns, il lui gueule dessus. Hein. Reigns, il lui dit qu'il l'avait prévenu, qu'il fallait pas venir le provoquer. Quoi. Finalement, Uso, il va finir par porter un super kick. Il peut bien se venger hein, après tout ce qu'il avait pris dans la tronche précédemment. Et finalement, ils sont un peu en l'air. Ils sont à peu près, on va dire, au 3e étage du Thunderdome. Et Reigns, il va choper Kevin Owens et il va le balancer à travers des tables qui sont en contrebas. Le show va se terminer là-dessus, avec les Samoans en train de surcombler Kevin Owens écrasé comme une merde au sol. Victoire, enfin non, pas victoire, victoire de Kevin Owens dans le main event, mais j'ai envie de dire un tel gros tabassage à la fin par la cousinade, vraiment une cousinade hardcore les amis, et Kevin Owens prend encore cher quand même malgré tout dans un main event de SmackDown, et en ce moment ça commence à devenir la norme, papy, ça. Il prend vraiment cher. Alors le début, bon le match, comme tu as dit, était plutôt, édifiant, rapide, mais bien, parce que ils savaient qu'ils avaient peu de temps, donc ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient pour, s'en foutre plein la gueule. Donc c'est plutôt fun à suivre. J'étais même surpris de la fin en fait parce que je savais qu'il restait je l'avais déjà repéré combien de temps il restait. Je fais: «Cool, on va ramener des meutes de 10-15 minutes, c'est pas mal et tout», et puis au bout de 7 minutes, ça s'arrête. Je fais: «Bah merde alors, le show il est pas fini pourtant». Et puis derrière, c'est la Kevin Owens qui met en œuvre son plan, de détruire, Jey Uso, parce que c'est pour ça, je pense qu'il l'avait réclamé, en adversaire. Et puis, ça se retourne contre lui avec, à force de provoquer Roman qui débarque, et puis c'était sympa l'escalade là dans les écrans, parce que tu vois, c'est toujours quelque chose, on n'aurait pas à s'en rendre compte de loin, parce qu'on les voit toujours de loin les écrans, mais une fois que tu es tout près, ils sont comme super grands ces écrans. Et donc ils escaladent, ils montent par-dessus et tout, puis ça finit par un spot assez spectaculaire avec Kevin Owens qui tombe. Et puis voilà, donc on a effectivement reparti dans Kevin Owens qui en prend plein la gueule. Il se rassure, s'il en prend autant plein la gueule, c'est que certainement il va encore avoir un match contre Roman Reigns. Oh Là, oui. je pense qu'on a plutôt la confirmation à ce niveau-là. Et puis voilà, ce SmackDown-là aura pas révolutionné grand-chose, mais au moins il nous aura permis d'avoir des grosses pistes sur les prochaines réalités pour chaque ceinture, en fait. Donc Ouais. bon, voilà, c'est un SmackDown de transition. Enfin, on va revenir plus tard, mais bon, ça, au moins, on a un finish qui est sympa avec, beaucoup de spectacles. Ouais, moi j'ai trouvé que c'est très très violent quoi, hein, que ce soit le match comme bon là après le brawl à la fin, enfin le brawl, c'est même pas un brawl parce que là Kevin Owens s'en est pris tellement plein la gueule bon mais vraiment j'ai trouvé vraiment super stiff, incroyable vraiment entre Uso et Owens là il y a un truc franchement même si on n'était pas dans du catch là, s'il y avait pas le kayfabe et tout ça, on pourrait vraiment arriver à penser que les deux gars se détestent mais à un point parce que vraiment même les super kicks et tout c'était d'une violence quoi. C'était sans conteste de toute façon dans ce show le match le plus violent auquel on ait eu droit. Et vraiment, ouais, vraiment, j'ai l'impression que chaque vendredi passe et les mecs montent d'un cran à chaque fois dans une violence absolue. Donc, ça nous promet certainement un final entre Reigns et Owens qui risque d'être, je ne sais pas quel genre de stipulation ils finiront par choisir, mais moi, je pense que si on continue à ce rythme-là, ils vont certainement s'affronter au Royal Rumble. Et Oui. même si j'espérais quand même que Kevin Owens soit dans le Royal Rumble, mais bon, on a déjà vu des catcheurs avoir un match dans la soirée et puis après participer au Rumble, donc ça serait pas fou quoi. Bon, après il y a la jurisprudence Daniel Bryan en 2014, mais ça c'est une autre histoire. Allez, nous on va rester dans les traditions, mon papy, hein, parce on a beau être passé en 2021, on va pas quitter les traditions pour autant. Tu vas pouvoir nous donner en plus le 1er janvier 2020, quoi, tu vas pouvoir nous donner ton tout premier top flop note de cette année 2021, mon papy. Ouh, c'est parti mon kiki, et qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme, top flop note? Ta 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 ta, qu'est-ce que alors le top, pou pou pou, je vais le donner au match, tag team, Nakamura, Cesaro, Ortiz, Bryan, et je te fous des coups dans la gueule et tout. C'était plutôt sympa à suivre, et les 4 ont eu plutôt du temps de in-ring, donc c'est plutôt sympa. Le flop, voilà, j'ai l'impression de tout le temps faire la même chose et de tout le temps ramer pour trouver des trucs. Mais là, en fait, j'ai pas trouvé de trucs vraiment horribles, mais il y a comme pas mal enfin, c'est beaucoup de trucs très moyens, mais pas de trucs non plus horribles. À qui je pourrais le donner le flop, mmh, je sais vraiment pas du tout. Allez, dans le doute, on va le donner au Riot Squad, voilà. Je sais pas pourquoi, mais dans le doute, quand j'ai un doute, je le file au Riot Squad. Et ouais, parce que de toute façon, leur match était pourri, voilà. Bah, c'est tout pour rien.
Et ma note, alors voilà, ce que je commençais à dire tout à l'heure, en fait, ce SmackDown-là, il était p il y avait des matchs sympas, mais en même temps, voilà, pour un premier show de l'année, je m'attendais vraiment à ce qu'ils envoient vraiment du gros pâté. Mais comme tu l'as dit, c'était un truc enregistré, donc du coup, ils ont peut-être pas, enfin, c'était du coup un show avec les mêmes personnes du show d'avant certainement, et donc du coup qui était fait un peu à l'arrache. Et donc du coup, il était pas aussi intense que je pensais. Alors, ça sera peut-être celui de la semaine prochaine qui sera, dans ce cadre-là. Mais du coup, celui-là était vraiment un show, de vacances, donc je donnais un 2,75 parce qu'il y a eu quand même quelques, voilà, on nous a quand même indiqué un peu la suite à suivre avec, bah, les Carmella Sasha certainement, Owens, Hyde certainement, les Dirty Dogs versus les Street Profits certainement. Bon, je pense que Apollo versus Biggie, ça sera un truc d'un soir, mais bon, pourquoi pas. Et donc voilà, on n'a pas de piste à suivre, mais par contre, il y a pas non plus d'extravagance, de grands catchs et de grosses surprises en fait, parce que la seule surprise, c'est Sonya Deville qui revient. Ça reste assez light quoi. Mais bon, 2,75 parce qu'il y a quand même une fin assez spectaculaire, donc je lui donne quand même plus que la moyenne, donc voilà pour ma note. Ok, bah écoute, moi je vais tirer sur l'ambulance pour mon flop, c'est-à-dire que je vais donner mon flop, mais sans une grande motivation, hein. Je vais donner mon flop à la low card féminine, quoi, et à ce tag team match qui amène rien. J'aurais presque pu d'ailleurs le donner plus à Billie Kay qu'au La quatre autres filles, pauvre. parce que vraiment Billie Kay, vraiment c'est pathétique, quoi, même vraiment, non seulement elle ne sert à rien, mais je la trouve en plus mauvaise dans l'acting. Enfin, Au je moins, me elle a pas demande si catché. Ouais, au moins elle catche pas, mais comme elle est pas terrible non plus dans l'acting, et on sent vraiment qu'elle est totalement perdue sans Peyton Royce. Et vraiment, Billie Kay, là, je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais elle est tellement en dessous. Alors elle, c'est la low card de chez low card de chez low card, quoi, Billie Kay, quoi. Donc voilà, donc c'était un flop assez facile pour commencer l'année. Mon top, je vais le donner au main event, hein, parce que voilà, même si c'était un match de 7 minutes, mais après, avec la bagarre de la fin, etc., avec quand même le gros spot de Kevin Owens, hein, qui est un coutumier du fait, hein, comme ça, hein, de balancer les mecs ou de se faire balancer lui-même. Bah là, pour le coup, c'est lui qui s'est fait balancer à travers les tables. Et voilà, et Kevin Owens, hein, voilà, s'il y en a un qui hésite jamais à mettre son corps en jeu, c'est bien lui. Donc voilà, donc je vais donner mon main event à ce segment, tout ce segment final du main event. Ma note, bon bah voilà, show pré-mâché, show enregistré, show pas terrible. Ouais, je me suis un peu emmerdé quand même, je le cache pas. Et moi, quand je m'emmerde, ça faisait. Heureusement, le main event a un petit peu sauvé la mise, mais moi, je vais pas lui mettre plus que la moyenne, donc moi, je vais rester sur un 2,5. Voilà, 2,5, ça suffira bien, en espérant que sur le reste de cette année 2021, on ait droit quand même à des SmackDown de meilleure facture. Ouais, et espérons Euh, déjà que celui de la semaine prochaine soit au-dessus, hein. Comment? Excuse-moi, j'ai pas compris. Espérons qu'ils aient gardé du jus pour le SmackDown de la semaine prochaine. Oui, oui, oui. Après, voilà, les superstars étaient en vacances, elles l'ont bien mérité après cette année Corona Mania. Donc, j'espère qu'on va pas se taper un Corona Mania 2. Mais bon, ça semble quand même bien lancé, surtout qu'aux États-Unis, c'est de plus en plus catastrophique, quoi. Les semaines passent et ça ne fait que aller de plus en plus mal. Donc, c'est vrai que du coup, on n'en voit pas le bout, hein, de cette affaire, et on se demande quand est-ce qu'on va retrouver du public à la WWE. Est-ce qu'on en aura à Mania? Tu vois, on s'était dit le Mania de l'an dernier, il est exceptionnel, sans public, tout ça. Et est-ce qu'on va en avoir à ce Mania de cette année? On sait même pas, quoi. On est peut-être parti pour 2 Mania de suite en public, ça serait quand même, enfin, je sais même pas comment ça pourrait, enfin, j'imagine même pas, mais mine de rien, on s'en approche, on s'en approche. Ouais, alors pour parler de la concurrence, la All Elite Wrestling, par exemple, cette semaine, avait fait le choix quand même de bien remplir sa salle. Et je crois qu'ils étaient à un peu plus de 1000 spectateurs cette semaine, quoi. Donc du coup, peut-être que la WWE lorgnera un petit peu de ce côté-là et va peut-être y réfléchir à deux fois, en particulier par rapport à un WrestleMania, peut-être même déjà dès le Rumble. Mais voilà, moi Dès ça le me paraît. Rumble, hein, si tu avais Ouais, 500 personnes, ça serait bien déjà, hein. ouais, ouais, ça serait bien, mais ça serait déjà incroyable parce que le Rumble, mine de rien, c'est dans à peine un mois, donc ça me paraît un peu compliqué, quoi. Mais Alors mon papy, ce qui oui, m'étonne vas-y. par contre, c'est qu'à NXT, il y en a pas grand monde, hein, ils sont peut-être, 30, Ouais, mais tu ouais. as quand même des gens à NXT, et c'est pas que des catcheurs, hein, c'est pas comme avant où tu avais les catcheurs derrière les plexiglas. Là, tu as des catcheurs, mais tu as aussi de la famille, enfin, tu as des enfants, tu as des adultes. Tu as pas que des catcheurs, j'ai l'impression, il y a un peu de tout, donc j'arrive pas à comprendre pourquoi NXT, ils arrivent à mettre un peu de public, et pourquoi, Raw, SmackDown. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils misent à mort Alors sur le fandom et sur les écrans géants et que tu peux pas avoir les 2?
Moi, je Je crois sais que c'est pas. lié, je crois que c'est lié aussi pas mal à la configuration de la salle. C'est-à-dire que la salle dans laquelle ils enregistrent Raw et SmackDown est quand même une salle assez vaste, Mmh. l'Amway Center là, alors que NXT reste au Performance Center et que la configuration avec les écrans qu'ils ont mis, tu as vu, il n'y a pas d'étage comme dans le Thunderdome. Non. Donc c'est un espèce de mur d'écran et du coup ils ont gardé les grilles en laissant effectivement quelques spectateurs. J'imagine des invités, des gens de la famille, des choses comme ça. Donc je pense que c'est certainement lié à ça qu'il y ait quelques spectateurs quand même pendant les shows de NXT. Mais bon, voilà. Alors, papy, avant de finir, on a fini notre top, notre flop, pas de bachelor, mais je voulais finir quand même pour dire un petit mot de la concurrence, puisque, écoutez, même si vous n'êtes pas des suiveurs ou des fans acharnés de la All Elite Wrestling, je vous encourage quand même très, très, très fortement à aller voir au moins les highlights du Dynamite de mercredi soir, qui a été un show spécial dédicace à Brody Lee. Ça a été un show extraordinaire. Écoutez, moi, j'avais dit d'ailleurs à mon papy pendant l'enregistrement de Raw que j'allais certainement regarder que les highlights, etc. Et puis en fait, finalement, je me suis gavé le show dans son intégralité. Ça a été terrible. Voilà, mon dernier show de catch de l'année 2020, ça aura été ce Dynamite. Parce que j'ai fait l'impasse sur NXT cette semaine, parce qu'après ça, de toute façon, je pouvais pas regarder de catch. Vraiment, je vous encourage à aller le voir parce qu'il se passe plein de choses. On va faire un peu de spoiler. Alors bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas l'entendre, hein. Mais on aura eu le retour ou l'apparition plutôt de Eric Rowan à la moitié du show, qui sera venu coller un chokeslam et qui sera venu rendre hommage, pay tribute à Brody Lee. Il y aura tout un tas de scènes totalement incroyables pendant ce show. Je pense aux larmes de Colt Cabana, je pense aux 10 coups de cloche au début du show. Je pense au vidéo package incroyable qu'a fait la All Elite Wrestling, où d'ailleurs il y a quelques images de la WWE au passage, hein, puisqu'on voit Luke Harper avec les ceintures tag team, entre autres, de SmackDown. Il y aura eu, voilà, c'était incroyable. Bon, évidemment, ils portaient tous un brassard noir. Les gars du Dark Order étaient particulièrement émus. Je pense entre autres à John Silver qui avait eu un costume Mr. Brody Lee spécialement pour lui ce soir-là. Évidemment, tous les membres du Dark Order ont gagné leur match. Ce n'était que des matchs tag team. Et pour une fois, la All Elite Wrestling, même le match féminin a été de bonne qualité. Et Anna Jay et Tay Conti, qui sont les deux femmes qui font partie du Dark Order, étaient particulièrement émues. Ça a été un show très très dur. Enfin, je pense que je me rappelle même pas quand est-ce que j'avais pu verser quelques larmes pendant un show de catch. Mais là, j'avoue que là, mon petit cœur a fortement saigné durant ce match. Et voilà, donc ça se terminera avec le speech de Cody. Et Tony Khan, le président de la Fédé de la All Elite Wrestling, débarquera sur le ring et va offrir à Brody Lee Jr. La ceinture TNT Championship en expliquant que cette ceinture restera à jamais pour Brody Lee Jr. La All Elite Wrestling a annoncé dorénavant que le titre en lui-même, le TNT Championship, continue, mais ça sera une nouvelle ceinture dorénavant qui prendra place. Et c'est le fiston, le fils aîné de Brody Lee qui gardera la ceinture. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un beau geste. Alors, je ne sais pas, papy, si tu as regardé quelques trucs de ce show de mercredi soir. Ouais, j'ai regardé juste les highlights parce que là, pour le coup, je n'avais pas le courage de me fader tous les matchs. Heu mais ouais, c'est j'ai a priori comme pas mal de segments marquants, les enfants qui sont intervenus aussi dans alors je sais pas, alors j'ai eu une petite coupure donc je sais pas si tu l'as dit, mais je crois qu'il y a un enfant qui est intervenu au moins dans un match, contre MJF. Il lui Ouais, met ouais, un coup, ouais, tout à fait, ouais. il lui met un coup, pour intervenir donc c'est plutôt sympa. Disons, bah, je pense qu'on en avait parlé, mais effectivement, les gars qui gèrent la AEW, c'est comme des amoureux de catch puisque c'est des catcheurs eux-mêmes, bon hormis, Khan, mais bon Khan c'est le financier. Mais du coup, bah, ils ont fait les choses bien en mettant tout ce qu'il fallait pour un hommage réussi, j'espérais que, Eric, Redbeard Rowan apparaisse et c'était le cas. Puis voilà, je sais pas après s'ils ont pu faire tout ce qu'ils voulaient faire, dans l'hommage, mais en tout cas, ça avait l'air plutôt réussi et plutôt bien fait, pour un des leurs, quoi.
Ouais, ouais, écoute, hein, c'était vraiment, enfin moi pour l'avoir regardé en entier, hein, c'était superbe. Et puis en plus, si tu veux, on a eu droit à une des spécialités de la All Elite Wrestling depuis le début, c'est-à-dire la Tag Team Division, puisque là on a eu uniquement des matchs tag team. Et voilà, et c'était très bon au niveau qualité in ring. En plus, si tu veux, avec l'émotion, avec certains catcheurs dont on voyait qu'ils pleuraient, quoi, qui pleuraient en même temps qu'ils catchaient, c'était incroyable. Colt Cabana, je pense aussi en particulier au number 10 de Dark Order. On ne sait pas qui c'est, mais apparemment ça semble être quelqu'un de très important dans la famille John Huber, puisque c'est le seul catcheur pendant le speech de Cody et l'arrivée de Tony Khan qui a accompagné la femme de Brody Lee et le petit dans le ring, et qui lui, alors lui, il semblait détruit, ce garçon, quoi. Donc je sais pas du tout ça doit être certainement un compagnon de route de Brody Lee depuis certainement des années, parce que pour qu'il ait droit à cet honneur-là spécifique, je pense que c'était quelqu'un qui devait être cher à leur cœur. Et voilà. C'est Et l'amant tout. de la femme, hein, on sait pas. Oh, le papy qui se la joue ignoble ringside. Désolé, désolé. Donc voilà, donc c'était vraiment, 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 ça faisait. Pouah, ça a été quelque chose, hein. Je peux vous dire que déjà, bon, avec le Raphaël, on a fait allez écouter ça parce qu'on a fait un petit podcast hommage à Brody Lee. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, hein, on a fait ça en 45 minutes, et je peux vous assurer que ça a été très dur. Et quand j'ai raccroché avec le Raphaël hier, derrière, j'étais pas très très bien. Ça me fait bizarre à mon âge, quoi, d'être comme ça tout retourné par la mort d'un catcheur, mais comme je l'ai expliqué dans le Discord, il faisait partie de mes chouchous de cette dernière décennie. Donc c'est toujours particulier. Et puis bah voilà, quand on est passionné, on l'est jusqu'au bout, hein. Alors quand on perd un catcheur comme l'était Brody Lee, bah c'est toujours difficile. Et donc je pense que ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil sur ce Dynamite de mercredi. Vous verrez, ça vous retournera les tripes si vous êtes des gens sensibles. Voilà. Eh ben voilà, mon papy, écoute, on a fini. Alors bah, on est en 2021, mais on va pas déroger à la règle, hein, quand même, hein, parce que sinon on va se faire taper sur les doigts par le El Patron. Donc, bah, on vous rappelle comment nous trouver, comment nous écouter. Nous trouver, c'est facile, Twitter, Facebook, Instagram et le site officiel catchup.lepodcast.fr pour venir taper la discute, venir vous plaindre, venir nous féliciter, venir nous faire des bisous, venir nous souhaiter la bonne année. Bah, vous pouvez rejoindre la communauté Catchup sur le Discord. Et puis, bah, bien évidemment, si vous êtes des aficionados des plateformes de podcast, si vous, comme certains, vous enregistrez sur vos clés USB, puis après vous passez dans la voiture nos 12 voix, eh bien c'est tout simple, c'est Apple Podcast, Podcloud, Spotify, Deezer et Google Podcast. Voilà, mon papy, bah écoute, j'ai été ravi d'être en tag team partner avec toi pour ce tout premier show, cette toute première review de l'année 2021. Bah, merci en tout cas de m'avoir accueilli et puis de me permettre de démarrer l'année. Ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur. Ouais, c'est marrant. On l'a clôturé et on l'attaque, quoi. Donc voilà, ça y est, on est lancé. On remet Catch-Up sur les rails de l'année 2021. Voilà, on souhaite juste dans nos vœux, on va dire qu'on va souhaiter quand même de ne pas être dans une année Corona Mania 2. Hein. Ah non, bah non, faut arrêter les frais là. Je ne saurais le supporter une année avec Otis Money in the Bank, avec, avec du temps d'antenne pour Billy Kay et pour le Riot Squad. Non, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Faut arrêter avec ça. On veut plus. Allez, c'est sur ces bons mots, peuple de Catch-Up, qu'on va vous laisser. On vous souhaite une bonne année, quoi qu'il en soit. De toute façon, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait les bisous. On vous fait les corps à linge plein la face. Salut mon papy. Salut tonton et salut à tous. Allez, salut peuple de catcheur. Le papy qui se la joue à la ringside. Je sens que c'est le petit jeune là qui s'est infiltré dans la famille pour, récupérer la femme de Brody. Vous verrez, vous verrez. On vous a prévenu, hein. Papy, c'est Spoilerman.